Je m'appelle Anne-Françoise Schmid. Je suis née 2 ans avant le décès du pianiste Dinu Lipaty, qui est mort à Genève. Je suis d'une famille intellectuelle et musicienne qui ne vivait au fond que de musique et de livres. Le reste était extraordinairement austère pour la vie quotidienne. Dans une telle famille, il fallait trouver sa place. Et cette place, je l'ai trouvée par la philosophie. À 12 ans, je lisais Descartes et Leibniz. Les deux, c'était très important. Parce que ça m'a posé un problème qui a été vraiment recteur de ma pensée dans la suite. Est-ce qu'il faut choisir entre l'un et l'autre? Leibniz, qui est un philosophe qui cherche l'harmonie, et donc l'harmonie aussi entre les philosophies, dit néanmoins, en latin bien sûr, que la méthode de Descartes est un hochet pour bébé. Voilà. Est-ce qu'il faut choisir? Et au fond, c'est là que a commencé cette idée qu'on devait pouvoir aimer la philosophie ou avoir une fidélité à la philosophie sans exclusion. Et au fond, la philosophie que j'ai formée d'une certaine façon, l'épistémologie que j'ai formée, je les ai formées avec cette idée-là. On revient un petit peu en arrière, donc tu es né dans une famille protestante. Oui, une famille protestante, mais dans un pays où il était normal d'être protestant. Mais ça marque tout de même, ça marque en ce sens qu'il y a un rapport au travail, un rapport à l'intime qui n'est probablement pas le même. Voilà. Donc quand on me dit en France souvent qu'on commence la philosophie à 18 ans, que c'est là que ça m'amuse au fond, le rapport protestant et suisse fait que ça peut venir beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Est venu mai 68, j'ai commencé mes études universitaires en mai 68. J'avais déjà fait, avant mon bac, un gros travail de comparaison entre Descartes et Leibniz. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai balancé ce travail dans un cours par correspondance à Nanterre. Voilà, donc ce travail a eu une suite. Et en mai 68, je me suis trouvée confrontée à ce problème. Je n'avais pas choisi entre deux philosophes, je voulais raisonner autrement. Et au fond, en mai 68, est-ce qu'un engagement a lieu? Quel est le rapport entre la non-exclusion et l'engagement? Au fond, c'est là qu'a été le problème. Mais mai 68 à Lausanne? À Lausanne, je commençais mes études. Nos professeurs avaient très peur. Une peur terrible. Alors que tout ce qu'on leur demandait, c'est de développer ce que aimaient le mieux pour qu'on puisse aller le plus loin possible. J'avais un professeur qui était phénoménologue, qui s'appelait Daniel Christophe avec 2 F, comme venant de Bulgarie, qui était un lecteur extraordinaire, qui connaissait bien la philosophie contemporaine. Il lisait Derrida, La Ruelle de Leuze, il les connaissait très bien, mais il ne nous parlait que de Théodule Ribot, de Venn de Biran, etc. Par une sorte de crainte, de peur. La peur l'habitait. Bon, c'était comme ça. On l'a fait souffrir un petit peu, quoi qu'on l'estimait tout de même. Et j'ai eu la chance qu'ils me choisissent pour ce qu'on a appelé en Suisse la Lucerna. La Lucerna, c'est un groupe
je ne sais pas au fond comment administrativement il dépend des universités, mais on choisit sur la Suisse 5 ou 6 très bons étudiants en philosophie. Et on les fait se rencontrer 2 fois 10 jours par année sur des textes ou un philosophe qu'ils ont choisi eux-mêmes. Voilà, il peut y avoir une Lucerna sur Spinoza, une Lucerna sur Wittgenstein, etc. Où ces élèves, ces étudiants sont comment dire, sont cooptés. Pas cooptés entre eux, mais choisis par le professeur, qui était le nôtre d'ailleurs, Christophe, qui les cooptait. C'était de grands moments où on pouvait lire ensemble des philosophies. Voilà, donc il y avait cet aspect exceptionnel de la Suisse. À part ça, comme aspect exceptionnel de la Suisse, il faut le dire, il y a une sorte d'impossibilité à la philosophie. Rousseau l'a très bien vu en Suisse, parce que les faits sont ce à partir de quoi on forme les idées. Une idée est toujours une généralisation de faits, et tout le réel est local. Non, je ne suis pas suissesse. Non, je ne suis pas neuchâteloise. Non, je suis de Neuchâtel. Non, je ne suis pas du canton de Berne. Je suis de Langenthal, etc. Et là, ça se voit très vite, parce que si tu vas dans les cimetières, c'est bien comme ça. Si tu vas à Langenthal, avant qu'il y ait les grandes immigrations espagnoles et italiennes, tu verras que la moitié des tombes, ce sont des schmieds. Voilà. Et en Suisse, la réalité, ce n'est pas le lieu de naissance, c'est l'origine transmise par le père. Donc, au fond, il n'y a ni la contingence, ni la généralité qui permet de faire de la philosophie. C'est un pays tout à fait impossible pour cela. Donc, il y a peut-être une des raisons pour lesquelles je suis parti. C'est l'une des raisons. Je n'avais pas d'autre choix que de faire de la philosophie. Malgré mon amour des sciences, j'ai toujours traité la philosophie comme ayant nécessairement des rapports aux sciences. Est-ce que tu peux reprendre, en reprenant ma question, là où tu en étais en 1968, c'est-à-dire cette tension, disons, entre à la fois ton désir de philosophie qui était déjà ancré par ta lecture de Leibniz, Descartes et par déjà un mémoire que tu avais écrit, et d'autre part, mais tu es passé très vite dessus, sur cette question de l'engagement. Si tu veux, l'engagement chez moi est lié aussi à cette non-exclusion. Comment pouvons-nous être fidèles à la philosophie, non pas seulement à telle ou telle philosophie? Pour moi, être leibnizien, être kantien, être aristotélicien, ce sont comme des icônes pour un peintre. Ce n'est pas vraiment de la peinture. Ce n'est pas le moment où ça devient la peinture. J'essaye de saisir juste ce moment-là, grâce à la non-exclusion, où il y a quelque chose qui se fait, qui est philosophique, qui peut tomber évidemment du côté de Sartre, de Leibniz, de Laruelle, etc. Enfin, mais qui n'est pas défini uniquement par une icône déjà faite. Tu vois? Et l'engagement est là. On aurait voulu que je fasse mon mémoire sur Descartes, puisque, évidemment, très vite, je suis arrivé à l'université. Il y avait des séminaires sur Descartes, et évidemment, j'étais la personne ressource sur Descartes, même quasiment pour les profs. Et on s'est dit, elle va faire une thèse sur Descartes, etc. J'ai absolument refusé. J'ai absolument refusé justement parce que l'engagement était une chose trop grande. Je ne voulais pas faire de la philosophie pour être spécialiste d'histoire de la philosophie, je voulais faire ça. Alors j'ai proposé de faire un mémoire de maîtrise sur Michel Foucault.
Alors ça a été évidemment un tremblement de terre. Jamais à l'université, depuis 6 ou 8 siècles, on avait vu un seul mémoire sur quelqu'un qui était encore vivant. Alors j'ai dit, bon, alors si vous voulez pas Foucault, je vais faire sur Engels. Alors là, ils ont tremblé. C'est pas intéressant, et il y a une couleur politique très forte. Alors après 1000 circonvolutions, ils ont accepté Foucault. Voilà. Et ce mémoire, c'était donc en 72. J'ai écrit quand j'ai proposé ça, je n'avais pas lu Foucault. J'ai lu Foucault, toutes les choses qui ont été jusqu'en 72, en 2-3 mois, et en même temps, j'ai écrit ce mémoire qui a eu le prix de faculté. J'étais à ce moment-là dans une phase de travail extraordinairement intense. J'avais lu en même temps les recherches logiques, etc. Donc j'étais un peu fatiguée, et je me souviens que quand on a soutenu ce mémoire, qui a eu le maximum et qui a eu un prix de faculté, je me souviens que j'ai fait pleurer l'expert. L'expert, pour se venir, j'ai lu Foucault, etc. Elle s'est mise à pleurer. Bon. Ce qui montrait que j'étais encore dans l'âge de l'insolence. L'âge de la personne qui est jeune, qui fait de la philosophie, et au fond, c'est difficile à comprendre pour les gens qui sont à côté. Et venait le temps de faire une thèse. Alors là, il y a eu plusieurs paramètres qui sont entrés en jeu. Je ne voulais pas faire une thèse avec Daniel Christophe, parce que j'avais vu comment il traitait ses candidats. Il les fait traîner, on raisonne sur un mot, mais non, cette partie, il faut la reprendre, etc., etc. C'est donc des thèses qui pouvaient se terminer à 55 ou 60 ans, en ayant le sentiment d'être mal. En plus, moi, je n'étais pas, à cette époque-là, en très bonne santé. Donc, je ne pouvais pas me permettre de faire une thèse longue. Il fallait que je la fasse rapidement. C'est comme ça que j'ai pensé à aller vers un autre professeur d'une autre université, mais qui était venu donner des cours à Lausanne, que je connaissais, qui est un homme qui est assez connu, qui l'a été en tout cas, qui s'appelle Jean-Blaise Grise. Il est connu pour la logique mathématique et en particulier pour les logiques dites naturelles, et il a dirigé un centre de sémiologie à Neuchâtel qui a eu sa grandeur. Et il a accepté que je fasse une thèse avec lui, et nous avons choisi justement de travailler sur Henri Poincaré, parce que, à part quelques écrits juste après la mort de Poincaré, des écrits à l'étranger, alors oui, aux États-Unis, en Angleterre, ou aux Pays-Bas, etc., il y avait très peu de choses sur Poincaré en français, par des Français, très très peu. Enfin, je n'étais pas française, mais bon, en langue française, disons, il y en avait très peu. Alors j'ai fait cette thèse en 2 ans. Je m'y suis consacré complètement. J'ai eu une bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique, qui a continué ensuite, toujours pour des questions de rapport entre philosophie et sciences, les rhétoriques qui permettent de passer de philosophie et sciences. Et cette thèse sur Poincaré m'a donné des éléments extraordinaires pour pouvoir passer d'une discipline à l'autre. Toujours le problème de la non-exclusion. Poincaré est un penseur générique extraordinaire. Est-ce que tu peux expliquer et reprendre ma question générique? Oui. Enfin, il y a plusieurs couches du générique. Il y a le générique simple en sciences, qui veut dire qu'il y a certains éléments de sciences qui peuvent être utilisés dans toutes sortes de domaines. Par exemple, si tu fais de la tribologie, c'est-à-dire la science du frottement, c'est utile ensuite dans tous les domaines où il y a des frottements. Donc on dit c'est une science générique. Pour l'informatique, tu pourras dire la même chose. C'est une science générique, tu l'utilises en biologie, en physique, bon, etc. Bon, ça c'est le premier sens. Mais tu as un sens qui est plus profond. Plus profond. Tu as l'idée que tu peux, d'une certaine façon, lorsque tu as un concept d'une discipline, décomposer ce concept, une fois que tu l'as sorti, pour le réarticuler à des concepts que tu as sortis d'autres disciplines.
Et c'est ce que fait Poincaré. Il entend parler de l'expérience de Michelson-Morley. Il pense à la structure de la mécanique classique. Il voit que les transformations de Lorentz forment un groupe. Il regarde les déformations de Lorentz et de ses collègues. Et il généralise de façon à rendre compatibles tous ces éléments-là. C'est une démarche complètement différente de celle d'Einstein. Hein, ça n'a rien à voir. Ils se connaissaient bien, mais pour les questions de la relativité, ils ne se sont jamais cités entre eux. Jamais. Et les deux ont fait une théorie de la relativité. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une science des connexions? Oui, mais d'une certaine façon, c'est plus que ça. Parce qu'une science des connexions, par exemple l'idée de concept nomade, ou etc. Bon, tu prends quelque chose dans une science, tu le mets en rapport avec une autre science. Tandis que là, il y a un phénomène qui est un petit peu différent. C'est que tu es capable de faire sortir le concept de cette science et de le poser dans un espace générique. Pour refaire des combinaisons, pour ensuite enrichir chacune des disciplines. Mais d'une certaine façon, tu mets les disciplines à l'horizon, tu les translates. C'est la translation, non pas des continents, mais des disciplines. Et tu as un espace générique où tu peux reformer tes objets scientifiques. Tu vois? Et maintenant, bon, c'était ce que faisait Poincaré, ce qui lui permettait de mettre en rapport, n'est-ce pas, il travaille sur des groupes arithmétiques, et puis mais ça s'applique très très bien au problème de la stabilité du système solaire. On va faire, tu vois, très très vite. De Poincaré, tu as des découvertes et des inventions partout, dans tous les domaines scientifiques. Même des biologistes peuvent utiliser Poincaré. Tu vois, par exemple, l'idée qu'il y a des formes qui recouvrent des surfaces. Hein, les hexagones en biologie, ils peuvent recouvrir. Ça vient de Poincaré.